C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la nature et l'emploi soient des alliés et non plus des ennemis. Il y a un concept que j'adore, c'est le concept d'acupuncture urbaine. Je crois qu'il a été inventé par l'architecte Jaime Lerner à Curitiba. Et l'idée de l'acupuncture urbaine, c'est qu'une petite action très ciblée dans une ville peut changer la totalité de la santé de la ville. Pas juste un quartier, pas juste une maison ou un pâté de maison, la ville entière peut être transformée par une petite action bien précise. À Curitiba, par exemple, ils avaient des problèmes pour ramasser les ordures. Alors ils se sont dit, plutôt que d'envoyer 45 policiers dans les favelas, les quartiers difficiles pour ramasser les ordures, ce qu'on va faire, c'est que 4 cajots d'ordures apportés donnent le droit à un cajot de légumes. Et du coup, les éboueurs qui ne voulaient pas aller collecter les ordures dans les favelas, on va les mettre à la cultivation des légumes et ils vont nouer des liens avec les habitants des favelas de cette manière, qui vont se déplacer pour eux, échanger leurs ordures avec eux, repartir avec leurs légumes. Quand ils ont fait ça, ils se sont rendus compte que la criminalité dans sa globalité à Curitiba avait baissé, pas seulement ajusté du quartier des favelas, des quartiers difficiles, même loin dans les lignes de bus où il pouvait y avoir plus de criminalité, eh bien la criminalité avait baissé. Ce concept d'acupuncture urbaine, je l'aime beaucoup et je pense qu'il y a aussi une acupuncture intellectuelle. C'est-à-dire que planter une idée ou un argumentaire à un endroit précis dans l'histoire humaine peut changer le monde. On le voit par exemple avec le débat sur les inégalités économiques, on le voit bien entendu avec le débat sur la monnaie et l'excellente théorie relative de la monnaie entre autres, on le voit sur les débats sur l'éducation, c'est à ça que j'avais consacré Libérez votre cerveau. Et voici maintenant mon prochain livre, L'âge de la connaissance, dont le seul objectif est de faire de l'acupuncture intellectuelle sur un problème en particulier, qui est nature ou emploi, il faut choisir. Si vous avez vu mes conférences, vous savez que un de mes grands sujets de prédilection, c'est cette opposition qui existe entre nature et emploi. Ça fait 250 ans qu'on pense sincèrement, expérimentalement, empiriquement, si vous voulez, l'expérience des gens, c'est que soit il y a de la nature, c'est la campagne, mais il n'y a pas d'emploi à la campagne, soit il y a de l'emploi, c'est la ville, mais il n'y a pas de nature, c'est la ville encore une fois. Et cette opposition entre nature et emploi, ça fait 250 ans qu'elle persiste. Elle est, si vous voulez, le témoin de l'exode rural. Des générations ont vu que les emplois étaient dans les villes, et donc ça fait au moins 250 ans, peut-être même 350 ans, que les générations sont habituées à l'idée qu'on ne peut pas avoir nature et emploi en même temps. Et quand vous regardez cette opposition, elle conditionne tout le débat écologique, et en particulier l'écologie politique. Par exemple, ce qui fait que Bush père était sorti des accords de Kyoto, enfin n'avait même pas voulu y entrer en l'occurrence, c'est parce qu'il avait dit le niveau de vie des Américains n'est pas négociable. Sous-entendu, ce n'est pas possible d'avoir la prospérité, le niveau de vie et la nature, il faut choisir, et moi bien sûr je choisis le 4-4. De la même façon, la raison pour laquelle Trump est sorti des accords de Paris, c'est précisément parce que sa base électorale est convaincue, que ce soit la base électorale d'ailleurs à haut niveau éducatif ou pas, et d'ailleurs aussi à haut niveau de revenu ou pas, sa base électorale est convaincue que si on a de la nature, on n'aura pas d'emploi, et que si on se préoccupe de l'environnement, on ne pourra pas avoir d'emploi. Et bien sûr, plus récemment, la démission de Nicolas Hulot du gouvernement dans le cas français démontre exactement le même phénomène, c'est-à-dire un gouvernement qui ne peut pas envisager d'avoir la nature et l'emploi en même temps, parce que de toute façon, il faudra les opposer. Donc on a cette guerre de tranchées, que j'appelle dans mon livre la guerre vert de gris, les verts d'un côté, les gris de l'autre, et les partisans de la nature d'un côté, les partisans de l'emploi de l'autre, les partisans de la croissance d'un côté, les partisans de la éventuellement décroissance de l'autre, c'est un sujet qu'on pourrait beaucoup aborder et que le livre aborde. Eh bien, cette opposition, pour moi, elle est stérile. On peut avoir de la prospérité en préservant la nature, c'est même pas on peut, c'est la seule façon de créer plus de prospérité, et j'entends bien entendu un meilleur niveau de vie. Par niveau, j'entends pas seulement dépenses par habitant, mais aussi qualité de vie, réduction du stress, etc. Eh bien, la seule façon d'augmenter le niveau et la qualité de vie, la prospérité, notamment la prospérité partagée au XXIe siècle, c'est justement de se préoccuper de la nature. D'abord parce que, comme vous le savez, la connaissance vaut beaucoup plus cher que le pétrole. Ça, c'est un fait établi par l'existence de tout un tas de sociétés. On pourrait parler d'Apple, on pourrait parler de Facebook, mais on peut parler aussi de pays entiers. Vous savez que dans la péninsule coréenne, eh bien, toutes les ressources minérales sont au nord. Pourtant, le nord est pauvre. Et le sud n'a aucune ressource, aucune matière première. Et pourtant, le sud est plus riche que la France aujourd'hui,
par habitant exporte plus que la France chaque trimestre. Même si ce sont aussi des mesures qui sont incomplètes de la vitalité économique. L'idée de cet ouvrage, l'âge de la connaissance, c'est de dire on a eu un âge de pierre, un âge de la pierre polie, travaillé le néolithique, ensuite on a eu un âge du cuivre, un âge du bronze, on a eu un âge du fer, et puis des âges du carbone, l'âge du charbon, carbone 1, et puis l'âge des hydrocarbures, le gaz et le pétrole, ça c'est l'âge du carbone 2, j'appelle tout ça le carbolitique, et je pense qu'on est rentré dans l'âge du noolithique, l'âge de la connaissance. Bien sûr, l'économie de la connaissance n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières ou bien de la monnaie. L'économie de la connaissance a toujours été là, simplement on a oublié qu'elle était là, comme l'air qu'on respire. Et bien évidemment, l'air qu'on respire, on se rend compte de son importance quand il nous manque. Un pays, de la même manière, quand la connaissance lui manque, il se rend compte de son importance économique. Cet ouvrage, L'âge de la connaissance, n'a qu'un seul objectif, planter cette aiguille intellectuelle dans le débat nature ou emploi, il faut choisir, parce que je pense que c'est ce débat qui détruit la planète. De la même façon que les ennemis d'hier doivent être les alliés de demain, et c'est valable pour absolument tous les conflits, on ne peut pas envisager, quand on est diplomate ou quand on est géopolitologue, d'avoir des résolutions de conflits qui préparent un autre conflit et qui préparent une autre inimitié. La véritable résolution de conflit doit être permanente, doit transcender les conflits. Eh bien, le conflit entre nature et emploi, il faut le transcender aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la nature et l'emploi soient des alliés et non plus des ennemis. Eh bien, c'est le sujet de cet ouvrage, L'âge de la connaissance, publié bien entendu chez mon éditeur fétiche Robert Laffont, sorti le 13 septembre, et je considère bien entendu que c'est un ouvrage au moins aussi important que Libérer votre cerveau. J'espère qu'il vous plaira et j'espère surtout qu'il effectuera son travail d'acupuncture intellectuelle.